Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Un bulletin de vote ne nourrit pas la famille. Bertolt Brecht. En dépit d'un scepticisme croissant imposé par l'histoire, la démocratie semble faire encore l'objet d'un large consensus comme ligne politique directrice, dans nos pays et bien au-delà. Presque tout le monde la revendique ou s'en réclame, fût-ce parfois contre l'évidence comme dans ces démocraties populaires de l'Empire soviétique. C'est que l'hypocrisie est le compliment que le vice rend à la vertu, La Rochefoucauld. La démocratie est reconnue comme valeur, et ses avocats la veulent universelle. L'Occident dominant en propage l'institution, sinon l'esprit, dans le monde jusque dans des pays dont les traditions politiques sont différentes, théocratie, chefferie. Le moins qu'on puisse dire est que la greffe ne prend pas toujours. Il n'est donc pas inutile de rappeler de quoi l'on parle. À partir de ce qu'on en vit et de ce qu'on en attend, et en me gardant de donner une définition trop substantielle et trop stricte qui défierait l'histoire. Car Friedrich Nietzsche a raison d'observer qu'on ne peut définir que ce qui n'a pas d'histoire. À défaut de pouvoir la définir une fois pour toutes, je caractériserai la démocratie par la finalité que lui a assignée notre société. Elle a pour fin le gouvernement des gens par eux-mêmes. Pas seulement des peuples, la démocratie part des libertés individuelles et de leur expression, les droits humains. Elle s'étend a fortiori aux groupes que forment les personnes, donc aux minorités que ces groupes constituent au sein de la société. Et elle s'exerce enfin dans la société globale. Par ailleurs, je n'endosse pas sans nuance la définition d'Abraham Lincoln, gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple, car nous ne pouvons songer à une unicité du peuple, et moins encore de ses choix. Ce que la définition de Lincoln pourrait suggérer. On ne saurait en vérité réduire la démocratie au jeu de vote majoritaire de circonstances. On n'y recourt que par résignation, pour éviter l'immobilisme. Se distanciant d'Abraham Lincoln, Jean-Marc Ferry 1987 page 368 ou John Rawls 1999, désigne plutôt la démocratie par sa démarche, en privilégiant une méthode qui se situe dans la ligne de l'agir communicationnel de Jürgen Habermas 1997. Pour ceci, la démocratie est l'organisation politique légitimée par la formation discursive de la volonté. Ce balisage attire l'attention sur le processus d'élaboration des décisions, plutôt que sur leurs résultats. Celui-ci est une décision collective, qui n'est pas synonyme d'une volonté commune. Nous aurons amplement matière à discuter de ces conditions par la suite. Je me bornerai aux États occidentaux, et même européens, dont je connais plus ou moins la culture et l'histoire. C'est là que la démocratie est née, mais elle y est de plus en plus caricaturée. Ce qui conduit une fraction croissante, mais disparate, de nos concitoyens à la contester. Au mieux, les changements dans la société appelleraient un nouveau paradigme politique. Au pire, on accepte l'individualisme et le matérialisme ambiant et on se désintéresse de la politique pour vivre sa vie. Ma réflexion suivra 5 axes. La dignité humaine, valeur ultime et fondement préalable à tout projet politique décent. La diversité sociale et culturelle, qui est une réalité à la fois inévitable et souhaitable. Une nécessité dont je fais vertu dès le titre de ce livre. Le retour à une sagesse dépassant les rigueurs des convictions de vérités indémontrables, pour se centrer sur le bien vivre ensemble des personnes. L'éducation, condition cruciale d'une maturation politique qui doit être reprise à zéro à chaque génération. La participation de la population et de ses associations, qui est à la fois une exigence de légitimité démocratique et un levier d'action, mais qui est aussi un défi juridique. Comme je ne suis ni politologue, ni sociologue, ni philosophe, je ne présente pas ce livre comme une contribution académique, quoi qu'il en suit le cheminement, mais comme un essai. Et je prends la double précaution de citer souvent des auteurs éminents que je rejoins dans leurs réflexions, je me couvre, et de passer au jeu, dans les passages où je m'engage plus personnellement. Je m'assurerai d'abord des faits eux-mêmes. Je vais rappeler d'abord les vicissitudes de l'expérience démocratique moderne, titre I, l'étape du voir. Dans le titre 2, l'étape du juger, j'analyserai les valeurs et légitimités concurrentes que doit arbitrer une démocratie et qui apparaissent, tantôt comme des obstacles, tantôt comme des recours possibles.
Le titre 3 se penchera sur quelques modèles alternatifs qui ont été proposés, et parfois expérimentés. Dans le titre 4, enfin, j'en inférerai quelques perspectives qui seraient à notre portée au moins à long terme, l'étape de l'agir. J'aurai ainsi suivi la séquence traditionnelle voir titre I, juger titre 2 et 3, agir titre 4. Titre 1 Les faits, des démocraties menacées. Les sociétés évoluent par leurs radicaux, et se maintiennent par leurs modérés. Paul Valéry. Nous devons regarder l'histoire dont nous sommes les héritiers. Parce que justement, nous en sommes les héritiers. Beaucoup de nos modes de pensée, de nos habitudes et de nos préjugés sont le produit de cet héritage. Et la démocratie est éminemment historique. Éminemment contingente même, plus que les grandes religions, qui furent les régulateurs sociaux majeurs de notre histoire millénaire, mais qui furent elles aussi très historiquement situées. Et très incarnées politiquement. Comme ceci n'est pas un roman à suspense, je dirai tout de suite où réside, selon moi, la tare constitutive de nos démocraties, son vice systémique. C'est l'immaturité des peuples à qui elle est censée donner la parole, le pouvoir et la souveraineté, vos y voto. C'est une éducation que nos sociétés ont manqué. L'éducation est l'échec majeur de notre civilisation, Michel Serres. Nous pouvons certes isoler dans l'histoire quelques épisodes brillants de maturité collective, qui furent associés aux deux vertus constitutives du politique que sont la lucidité et le courage. Certains printemps arabes l'ont prouvé, mais ils ont rarement réussi. Et à côté de cela, que de médiocrité, même si elles ont souvent servi la paix et la prospérité sur le molle oreiller, non pas du doute mais d'un égocentrisme individuel ou collectif, national, ethnique, culturel. On jugera intuitivement que la lucidité et le courage sont des vertus voisines, mais elles ne sont pas forcément convergentes. La lucidité permettra un diagnostic posé avec hauteur, mais rappellera aussi aux démocrates que la politique est l'art du possible, ce qui risque de voir le gouvernement des hommes se réduire à une administration des choses. L'important n'est plus alors d'aboutir à une bonne décision, mais à une décision tout court. Question de dégager un compromis dans une alliance, ou d'obéir à un électorat pas forcément bien inspiré ni bien disposé, ou tout simplement très divisé. Le courage, lui, conduira, faut-il dire au contraire, à se hausser au-dessus de l'électoralisme, voire même d'une volonté majoritaire de la population qui résulterait de son émotion dans l'instant, ou d'une majorité d'intérêts particuliers, nombreux ou puissants. Le courage consistera alors à poursuivre l'intérêt supérieur de l'État au prix de la popularité ou de certains appuis. Mais voilà, qui dira où finit le respect de l'électeur et où commence l'électoralisme ? Il faut accepter le fait qu'une démarche correcte ne suffit pas à assurer un bon résultat. Et réciproquement, quand nous parvenons au but, nous croyons que le chemin a été le bon, Paul Valéry. Une méthode discutable peut amener de bons résultats. Ceci n'est pas un détail pour ce livre. Je suivrai largement Jürgen Habermas et Jean-Marc Ferry dans une vision procédurale, dialogante et participative, de la démocratie. Mais j'accorderai plus d'importance ou une priorité plus haute, aux résultats substantiels de cette démarche. Dans ce titre 1, je me borne à planter le décor de la mauvaise pièce que nous sommes en train de jouer, et qui ne donne qu'une pâle idée de ce que vivent ou subissent les populations d'autres parties du monde. Dans le chapitre 1, je constate une dérive historique et culturelle toute naturelle, portant sur l'idéal démocratique lui-même, un humanisme politique, et sur les conséquences que cette pensée a eues sur ce qu'on entendait concrètement par un État ou ses citoyens. Nous n'avons jamais été dans l'idéal des fondateurs de l'État moderne au XVIIIe siècle, et nous nous en sommes au contraire éloignés. Ce glissement de sens et d'idéal ne traduit pas seulement une lucidité anthropologique accrue. L'économie, qui n'a jamais fait formellement partie de la compétence des princes avant le XXe siècle, a imposé sa primauté aux politiques. Et la sociologie politique, le petit côté des choses où le diable se niche, a induit des dérives dont nous sommes aujourd'hui prisonniers, chapitre 2. Chapitre 1 La démocratie en déclin, une sagesse perdue ? Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Montesquieu. C'est le XVIIIe siècle, siècle des Lumières qui vit naître l'État moderne à partir des révolutions américaines et françaises. Les avocats de la démocratie,
tels Jean-Jacques Rousseau, donnèrent mission à la démocratie d'exécuter la volonté du peuple. Singulier que ce peuple ait cette volonté. Si le peuple a pu exister ça ou là grâce à une identité plus ou moins homogène, il n'existe de toute façon pas comme tel en Europe aujourd'hui. Le peuple n'est homogène ni culturellement ni socialement, et il ne l'est a fortiori pas dans ses préférences politiques. De sorte que la volonté du peuple, elle, n'a jamais existé. Ce reproche est historiquement crucial, il est un vice congénital à l'utopie démocratique, c'est la faute à Rousseau. Faut-il donc en abandonner l'intuition ? Ce serait refuser aux humains leur liberté, cette autonomie responsable, et donner la préséance à une autorité autre que la leur propre, qui fait la dignité de cette responsabilité. Mon propos sera de vérifier que l'ambition d'une démocratie peut être rencontrée par des formules moins naïves. Des changements ont déjà lieu, mais ils ne sont pas toujours bienvenus. Deux tendances lourdes semblent aujourd'hui infléchir nos démocraties occidentales. Lentes, elles sont peu perçues et moins encore discutées en dehors des cercles de spécialistes. La première tendance est pragmatique, elle porte sur les modes de décision. Les délibérations et votes démocratiques, directs ou indirects, montrent leurs impuissances et cèdent progressivement le pas à des consensus peu transparents entre dirigeants, basés sur des dossiers techniques qui, faute d'accord politique, sont parfois soumis à des consultations populaires formulées avec ambiguïté et mal informées. La deuxième tendance porte sur les critères de décision. Nous ne nous référerions plus à une vérité qui est au mieux indémontrable et de facto de plus en plus plurielle, mais davantage à une sagesse, l'alternative étant des discours purement tactiques, démagogiques ou populistes, où fleurit la post-vérité, rebaptisée plus cyniquement encore de réalités alternatives par l'entourage de Donald Trump. Les deux tendances ont en commun le pragmatisme, qui est plus souvent myopie que sagesse. Ensemble, elles aboutissent à des compromis contingents qui arbitrent, tantôt entre le principe de précaution et des besoins urgents, tantôt entre un intérêt général incertain et des intérêts particuliers très prégnants. En Belgique, cela a permis leur osmose graduelle jusqu'au choc pétrolier. Y apercevrons-nous, comme Paul Valéry en épigraphe de ce titre I, une lucidité sur un humain éternel, ou y verrons-nous un aveu d'impuissance ? Les discours du pouvoir légitimement élu, et qui est donc formellement démocratique, sacrifient de plus en plus à la démagogie ou au populisme, et ces décisions se conforment de moins en moins à ces discours, non sans raison parfois. Le fait est que le régime qui nous régit change sans que nous en décidions. Nous dérivons vers une subjectivation, libre à défaut d'être responsable, des individus, avec moins d'État et un moindre souci de tâtonner vers le bien commun. Alain Touraine 2005, Marcel Gaucher 2017. Jadis sujets de monarques, nous étions devenus les citoyens d'État, et même promus souverains des démocraties. Désormais, munis de notre seul bulletin de vote, nous deviendrions des sujets décideurs, mais peu consultés et inégalement entendus. La démocratie est donc très malade, mais j'en garderai l'idéal parce qu'il est le seul régime à considérer tous les hommes et tout l'homme comme Paul VI le voulait du développement. Les autres régimes connus ne mettent pas les humains au centre, et ne leur consentent même pas la dignité minimale que proclament nos déclarations de droits de l'homme. Si nous nous voulons humanistes, nous devons donc nous accrocher à l'idéal démocratique, sauf à le poursuivre autrement. Ce débat est engagé, il s'approfondit chez nous en philosophie politique et en théorie du droit, et il s'étend à l'histoire, à la sociologie culturelle et à l'éthique. Voilà qui contraste vivement avec la pauvreté des images de la démocratie que nous véhiculons dans la vie courante, qui ne respectent même pas les prérequis de la dignité humaine et de l'état de droit. Pourtant, la démocratie n'a pas fait le malheur des peuples qui l'ont vécu. Le nord de l'Europe l'a magistralement montré par sa social-démocratie durant les 30 Glorieuses, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1944, et la crise consécutive au premier choc pétrolier, 1974. Mais oui, je pense que Winston Churchill avait raison d'y voir le plus mauvais système à part tous les autres. Mais trop de gens, y compris dans la politique ou dans la presse, définissent la démocratie sommairement, les uns par les libertés individuelles, d'autres par des votes libres et majoritaires. Et non, cela ne suffit pas. L'utopie et ses frustrations. Mais cela pose une question délicate. Où donc finit le respect de l'électeur et où commence l'électoralisme ?
Winston Churchill était-il démocrate quand il fit entrer la Grande-Bretagne en guerre contre l'Allemagne nazie en 1940 ? Formellement non. Au moins fut-il honnête, shakespearien, il promit à son peuple du sang, du labeur, des larmes et de la sueur, blood, toil, tears and sweat. La Belgique fut démocrate quand, État neutre garanti internationalement, elle se défendit en 1940 contre l'invasion allemande. Le Danemark ne le fut pas moins au même moment, lorsqu'il s'évita mort et destruction en se laissant envahir sans combattre par un ennemi trop puissant. Devons-nous conclure que la démocratie peut couvrir tout et son contraire ? France 1940 à 44. En mai 1940, lors de l'invasion de la France par l'Allemagne, le maréchal Pétain signa un armistice qui divisa l'opinion française et ses élus, qui n'eurent guère l'occasion de s'exprimer. Le général de Gaulle fit un coup d'État et créa la France libre, sous son autorité personnelle et depuis son exil londonien. Il répondait à l'état de légitime défense qui était celui de la France en 1940, et auquel le maréchal Pétain n'avait pas donné une réponse plus démocratique que ne l'était la réaction gaullienne. En 1944, lorsque la France fut libérée, elle se trouva en crise de régime. Le gouvernement que forma Charles de Gaulle fut forcément une équipe de personnes non élues. Loin de se cantonner aux affaires courantes, de Gaulle put faire légaliser son régime grâce à la victoire sur l'Allemagne nazie et au vide constitutionnel français. Aucun démocrate ne le récuserait aujourd'hui, mais cet épisode évidemment exceptionnel ne fut pas démocratique. Europe 1951. Les pères de l'Europe, Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak, forcèrent la collaboration entre l'Allemagne et ses ennemis récents, 6 ans à peine après la fin d'une guerre horrible de même durée et dans un climat de haine entretenu. Ils le firent en passant outre les résistances de leur population, et ils réussirent à briser le cercle vicieux qui les enfermait. La construction européenne fut ainsi perçue comme l'œuvre de dirigeants politiques et de hauts fonctionnaires dont l'action n'avait aucune légitimité démocratique, note Alain Touraine, 2005 page 69. Mais ils assumaient une responsabilité historique, et prirent les libertés nécessaires en privilégiant le contenu sur la démarche. Algérie 1992. Le processus électoral fut interrompu avant le deuxième tour parce que le Front islamique du salut, FI, allait l'emporter sur un programme qui prévoyait expressément la suppression de la démocratie en faveur de la charia. Était-il démocratique de leur bloquer le passage ? Formellement non. Mais formellement, Hitler fut élu, Milosevic et Orban furent élus et réélus. Or, les peuples n'ont pas seulement les gouvernements qu'ils méritent, ils se donnent des gouvernants qui leur ressemblent, ou qui ressemblent à leur majorité. Orban a un large soutien populaire en Hongrie. Je répète volontiers cette phrase de mon collègue Philippe Van Pares. Ce que dit de plus odieux le plus odieux des politiciens est moins odieux que ce que pensent la plupart de ses électeurs. Vrai, et pas seulement pour les plus odieux, aucun tyran ne peut se passer de collaborateurs et de collaborateurs nombreux, Étienne de la Boétie 1576. Ce qui transparaît de ces exemples contrastés, c'est qu'un parlement ou gouvernement ne peut être dit démocratique que s'il l'est à la fois dans les formes et dans le contenu, ce qui ne simplifie pas les choses. Et l'intervention formellement antidémocratique en Algérie me paraît beaucoup plus défendable que n'eût été l'élection du FI. On objectera que les nouveaux dirigeants algériens ne furent pas démocrates non plus, et d'autres exemples d'échouement de Caribes dans Silla existent, notamment en Amérique latine. Mais cela ne discrédite pas mon jugement. Cela incite plutôt à prévenir le risque de voir ouvrir la boîte de Pandore. Dans les meilleurs cas, qui ne sont pas ceux que nous vivons, les procédures s'écartent de l'idéal démocratique de la volonté du peuple. Parce que toutes les parties n'ont pas accès aux délibérations. Parce que chacun apporte au débat une préférence qui est subjective, donnée et trop souvent égocentrique, plutôt qu'un jugement objectivé, modifiable en dialogue avec d'autres et visant l'intérêt général. Parce que chacun vote par conviction ou par devoir, par intérêt ou par entraînement, là où la rationalité instrumentale supposerait qu'il se décide sans état d'âme, le voile d'ignorance de John Rawls 1971 que la nébuleuse des médiatisations rend plus abstrait que jamais. Et parce que les conflits culturels et de valeurs, conflits Eisenhower, Albert O. Hirschman 1994, ne se prêtent pas à des compromis, faute de se laisser quantifier par un étalon divisible tel que la monnaie.
On ne s'étonnera pas que le sens de l'intérêt général se perde dans les vagues des rapports de force. Défendre les droits d'une minorité est devenu une gageure, et des démocrates sincères souhaitent même qu'on recourt au référendum, organisant ainsi la dictature de la majorité. Jamais nos capacités d'autoproduction et d'autodétermination n'ont été aussi grandes, jamais nous n'avons été aussi peu en mesure de les maîtriser. C'est en ce sens qu'il faut et permis de parler de crise de la démocratie, dans l'acception la plus pleine qu'il convient de prêter à ce terme, soit la mise en forme politique de l'autonomie. Marcel Gauchet 2017 page 19. La sagesse perdue. L'idéologie démocratique, et je ne mets aucune connotation péjorative au mot idéologie, a eu ses dérives. Ce fut le cas des assemblées libres de la contestation universitaire, au lendemain de mai 1968, qui se voulaient des parangons de démocratie directe mais se prêtèrent à toutes les manipulations sans jamais se soucier de représentativité. Ce qui fit mettre fin à l'expérience par les 68ards eux-mêmes. C'est aussi le cas de ces personnes qui jugent non démocratiques les courants, fussent-ils majoritaires, qui refusent de les entendre. Et c'est le cas de ceux pour qui la démocratie donnerait aux citoyens le pouvoir de décider de tout, et refuserait qu'aucune instance, aucune autorité puisse décider de rien. Tant pis pour les urgences, tant pis pour les séparations entre pouvoirs, et tant pis pour nos engagements internationaux. L'histoire de la démocratie montre combien elle est tributaire des contingences, et qu'il est heureux qu'elle ait légitimement pu l'être. À la fin de l'Antiquité et au Haut Moyen-Âge, la philosophie européenne, d'obédience chrétienne, était tributaire de la pensée grecque, néo-platonicienne. Si on la compare aux pensées de l'Orient ou d'Égypte, on est tenté d'opposer la rigueur de sa pensée philosophique à la fluidité des mythes orientaux. Et pourtant, les Grecs ne visaient pas ou pas ultimement une pensée abstraite qui pût être intemporelle. Ils visaient une sagesse, comme les Orientaux donc, y compris les Juifs, Rémi Brague 1999. Leurs héritiers médiévaux auraient pu suivre le même penchant. Au lieu de quoi l'on vit prospérer une pensée philosophique pétrie d'abstraction, présente dès les premiers siècles du christianisme mais qu'illustre jusqu'à la caricature la scolastique des XIIe et XIIIe siècles et sa conversion du mythos au logo, de la sagesse de vie à la raison raisonnante, François Hoste 2004. La pensée occidentale perdit de vue la démarche narrative qui était celle des mythes grecs comme des écritures judéo-chrétiennes, et qui les fait relever d'une interprétation, d'une herméneutique et non seulement d'une explication. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle et surtout au XXe siècle que l'on a redécouvert, dans les mots de Karl Marx, qu'on ne prouve la philosophie qu'en la réalisant. Nos pays sont régis par une démocratie représentative, un régime d'assemblées élues. C'est donc le critère de représentativité qui domine, au nom de l'égalité des citoyens. Et c'est l'État qui est l'arbitre de l'intérêt général, le garant du bien commun. Le général et le commun se diluent toutefois entre les intérêts particuliers d'une commune, d'une région, de l'État fédéral, de l'Union européenne ou d'organisations internationales. Avec entre elles tous les conflits de règles, de valeurs ou surtout, d'intérêts que vous voulez. Leur négociation, pour pacifiques qu'elles soient, phagocyte la démocratie. En peu d'années, l'extraversion commerciale a supplanté l'introversion sociale, note pertinemment Marcel Gauchet, 2017 page 12. Mais voilà. L'hétérogénéité de nos populations leur permet-elle encore de fonctionner comme si elles constituaient une communauté, avec une identité forte ? 2. Moins d'État, d'autres citoyens. Il arrive que la réalité se modifie, sans qu'apparemment personne n'en ait décidé. Au-delà de l'apparence, il peut y avoir là une part de vérité. Parce que nous avons la vue courte, nous ne percevons pas les inflexions de tendances lourdes, nous subissons les événements, ou nous n'agissons tardivement souvent que pour nous y adapter. Personne n'a sciemment décidé le désordre climatique, qui est une conséquence non voulue de nos comportements dispendieux, singulièrement en ressources naturelles. On ne doit donc pas forcément y voir un grand complot. Mais il est vrai que des évolutions non cherchées peuvent apparaître favorables à certains qui, s'ils en ont la puissance, chercheront à les entretenir. Les austérités financières imposées au pouvoir public partout dans le monde ont conduit à dégraisser les États et à libérer le jeu des puissances privées. Ce n'était peut-être pas conscient et volontaire au départ, mais cela l'est devenu à l'expérience, avec ou sans complot.
Le déclin des États nationaux. Après avoir vu gonfler sa puissance jusqu'à inspirer des craintes que le XXe siècle n'a que trop ratifiées, l'État-nation a été voulu le garant de l'intérêt général, et non seulement des sécurités régaliennes. Mais il subit un sérieux ressac depuis la crise pétrolière. Plusieurs facteurs l'expliquent. Ce sont les déséquilibres économiques accumulés avant et dans la crise, c'est la contre-révolution ultra-libérale qu'ils ont rendue possible, et c'est une mondialisation économique qui ôte des leviers d'action aux États. C'est paradoxalement à la suite des dérives hitlériennes et staliniennes que l'État a connu son plus grand essor. C'est paradoxal, parce que ces totalitarismes s'appuyaient sur des États forts, et ont pu susciter par réaction une réticence à tout centralisme, voire à tout interventionnisme étatique. Ce fut en tout cas l'attitude de l'Allemagne occidentale au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'État restait le sujet du droit international, seul détenteur des clés d'arrangements internationaux et d'organismes internationaux ayant pouvoir de décider. Cette histoire est celle de nos régimes politiques. C'est sur un fond de recherche de sécurité et de stabilité qu'a pu être créée l'ONU, en 1945, en dépit des réticences de grandes puissances qui ne souhaitaient pas sacrifier leur hégémonie de fait. Ce qui fut résolu en leur accordant un droit de veto dans la seule instance dotée d'un pouvoir de décision politique, le Conseil de sécurité. Ce fut une opportunité, mieux que le vide, mais sous contrainte. Ensuite, on a voulu pacifier une Europe occidentale qui n'avait que trop souffert des antagonismes. Une réconciliation forcée à partir d'intérêts économiques a fait collaborer des pays dont les populations se sentaient encore ennemies. La CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, dès 1952, et négociée dès 1949, alors que l'Allemagne n'avait recouvré sa souveraineté qu'en 1948. Ce fut l'œuvre clairement non démocratique d'hommes d'État comme on n'en fait plus, tels que Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi et avec eux, des personnalités comme Jean Monnet, Pierre Werner ou Paul-Henri Spaak. Ils passèrent outre les animosités populaires, et leur autorité personnelle permit de faire approuver leurs projets par leur Parlement. C'est dans ce contexte international à peine ébauché que se développèrent les 30 glorieuses 1944 à 1974 qui se caractérisèrent en Europe occidentale et dans certaines de leurs ex-colonies, Canada, Australie et même les États-Unis à l'époque, par une économie du bien-être sur fond d'une croissance globale historiquement inédite et que nos régions ne retrouveront sans doute plus. La direction de ce projet de société fut confiée aux États nationaux, qui étaient les seuls acteurs jouissant d'une légitimité politique internationale. Le rôle et le poids, notamment budgétaires, des États ont donc augmenté, avec des résultats économiques et sociaux spectaculaires et durables, mais avec des biais, bas prix de matières premières et énergétiques, endettement financier, qui n'étaient pas inévitables mais qui ne furent pas évités et qui allaient mettre fin à l'expérience. Paul Leventhal 1987. L'histoire géopolitique à partir de la crise pétrolière de 1973 a troublé le paysage. Le siège des compétences législatives s'est déplacé, à la fois vers le haut et vers le bas. Vers le haut, nous observons l'émergence de pouvoirs inter- ou transnationaux, Organisation mondiale du commerce, Union européenne et sa zone euro. Vers le bas, nous observons à la fois des scissions URSS, Tchécoslovaquie, des décentralisations régionales, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne. C'est au point que les politologues se sont mis à envisager des citoyennetés transversales, double nationalité, ou d'emblée supranationale, en l'occurrence européenne, Jean-Marc Ferry 2013, page 170. C'est un choc politique qui avait servi en 1973 de déclencheur à une volte-face. Le quadruplement du prix de pétrole par des pays producteurs qui utilisèrent l'arme du pétrole contre les alliés d'Israël. Les graves récessions qui ont suivi les deux chocs pétroliers de 1973 et de 1979 à 80 ont affaibli nos États, désormais confrontés à une explosion du chômage que les recettes politiques traditionnelles ne permettaient pas de gérer. Cela a conduit à la contre-révolution libérale, anti-étatique. Les divergences entre pays, exploitées par les États les moins enclins à une réelle intégration, et l'emprise croissante d'une technobureaucratie de l'administration de Bruxelles, une bureaucratie de techniciens, ont entretenu le déficit démocratique reconnu de l'Union européenne. Les mots-clés sont devenus, et demeurent aujourd'hui,
près d'un demi-siècle plus tard, la libéralisation, la déréglementation, la privatisation et la dépolitisation de l'économie. Idéologiquement et anachroniquement, on en revenait au libéralisme manchestérien de la fin du XVIIIe siècle, quand l'État ne se souciait que de ses missions régaliennes. La démocratie ne visait qu'à protéger le pays, les citoyens et leurs affaires contre les attaques de l'étranger ou de l'État. Elle offrait un cadre de stabilité sociale et de sécurité juridique et monétaire aux acteurs économiques privés, la société civile d'alors, mais elle ne se mêlait pas de leurs affaires. Mais soustraire aux politiques ce qui, à les en croire, est ce qui importe vraiment, n'est-il pas sortir de la démocratie ? Ce sera l'objet de la première section du chapitre suivant. L'évidence seule ne permet pas un diagnostic, mais les constatations de l'histoire récente sont sévères. La multiplication des régimes autoritaires n'est-elle pas un désaveu des organismes de régulation internationaux ? Et l'attitude des États-Unis, qui font fi des règles internationales à Guantanamo, en Irak ou ailleurs, ne constitue-t-elle pas un reniement des principes qu'ils prétendent imposer aux autres ? L'Europe et le Japon se révèlent incapables de s'extraire de la stagnation, mais n'en imposent pas moins aux pays pauvres des remèdes que le mainstream des économistes recommande d'appliquer. Alain Touraine 2015 page 285. Au-delà de l'économique, le terrorisme a accru l'insécurité physique et l'essor des communications, abolissant les frontières et accroissant l'insécurité juridique. Ce qui suscite des réflexes policiers qui mettent à mal les droits humains. Et comme l'observe Touraine, page 237, la disparition de la frontière qui séparait la vie privée de la vie publique est une transformation aussi importante dans la vie éthique que la globalisation dans la vie économique ou le principe d'ingérence dans la vie internationale. Peur et impuissance, chez les soi-disant dirigeants et au sein des populations, font partout reculer la démocratie et le respect des droits humains. Nous avons un premier monde, dominé par un capitalisme financier globalisé, un deuxième monde, celui des partis totalitaires, et un troisième monde, celui du renversement des mouvements de libération nationale par des tyrannies civiles, militaires ou religieuses, résume férocement Alain Touraine, page 296. Ce que notait déjà Alexis de Tocqueville, 1835, CHIIXIV, une nation qui ne demande à son gouvernement que le maintien de l'ordre est déjà esclave au fond du cœur. Elle est esclave de son bien-être, et l'homme qui doit l'enchaîner peut paraître. C'est aussi que dans le désarroi et les frustrations, les peuples ne se mobilisent plus tant pour des causes que contre des forces, par haine plutôt qu'avec un espoir qui s'évanouit dans l'impuissance. De nouveaux citoyens. Dans nos services publics, les usagers sont devenus des clients. L'étonnant, l'inquiétant, est que cela a été présenté comme une valorisation. Tout comme le passage de service du personnel à des directions des ressources humaines. Que sont donc les citoyens devenus ? De quels États sont-ils supposés être les souverains ? État et citoyenneté vont de pair, la causalité pouvant aller dans les deux sens. Les citoyennetés évoluent avec les progrès de l'éducation, malgré ses biais utilitaristes, et avec les progrès des communications qui multiplient les leviers d'action, organisés ou spontanés et souvent bénévoles. Entre le pouvoir des citoyens s'épuise dans son vote, principe libéral, et le pouvoir au peuple, slogan socialiste, il y a place pour des compromis. Mais parlons-nous de chaque citoyen, des groupements représentatifs, de citoyens, d'une instance représentative et mandatée par l'ensemble des citoyens ? Et pourquoi faire ? S'exprimer bien sûr, un droit fondamental, mais aussi débattre, peut-être pour participer à des délibérations menant à une décision, et évaluer les effets des décisions prises ? Par un a priori humaniste, on dira que chaque citoyen compte déjà, et qu'il en va a fortiori de même des groupements qu'il construit, si minoritaires soient-ils. Dans les circonstances bousculées et imprévisibles que nous vivons, l'État est-il encore une institution capable de garantir une citoyenneté de plus en plus éclatée ? Jacques Herman et al., page 22. La question n'est pas seulement de méthode. Le concept de régime de citoyenneté entend rendre compte des liens existants entre la composition du corps politique, voire reconnaissance, et le rôle de celui-ci. Une telle approche de la citoyenneté, loin de s'inscrire dans une vision procédurale de la démocratie, renvoie à une démocratie substantive qui définit les principes du vouloir vivre ensemble de la communauté politique. Page 23.
ce jugement pertinent met en cause la vision essentiellement procédurale de Jürgen Habermas et complique, sinon les choses du moins la vision théorique qu'on en a. J'ai bien peur de devoir amplifier encore la difficulté. L'État-nation est devenu en 2 siècles une évidence. C'est au point que le courant laïque pense d'emblée à nos populations comme aux citoyens d'un État, plutôt que d'y voir d'abord des personnes en relation, en société. Or l'État-nation, avatar historique moderne, est aujourd'hui déstabilisé et sauf le cas de quelques grandes puissances, il est affaibli. Comme sont affaiblis les laissés pour compte des égoïsmes individuels et collectifs qui conditionnent notre histoire, sans la façonner. Les hommes font leur histoire sans savoir l'histoire qu'ils font, disait Karl Marx. Au-dessus des droits définis par une participation active à la vie politique, sociale ou culturelle, il existe des droits fondamentaux, universels, qui correspondent à la capacité des êtres humains de créer et de transformer non seulement leur environnement mais eux-mêmes et l'interprétation qu'ils donnent de leurs pratiques. Alain Touraine 2015 page 12. Nous devons donc chercher des solutions, imparfaites mais viables, qui ne nous fassent pas perdre notre âme, ni d'ailleurs sacrifier nos intérêts. Je m'y emploierai dans la suite de ce livre, mais je dois d'abord tenter de voir clair dans les dérives qui ont émasculé nos démocraties, chapitre 2 ci-après. Après quoi, dans le titre 2, je passerai en revue les diverses légitimités, droits humains en tête, qui entrent en concurrence et entre lesquels il nous faut arbitrer. Chapitre 2, des démocraties détournées. À quoi bon la démocratie si c'est de toutes les façons, pour ne pas pouvoir grand-chose au travers d'elle? Marcel Gauchet. 2002, page 180. Les postulats sociologiques de la pensée politique des Lumières ne se vérifiant pas, il est normal que la réalité n'ait pas réalisé leurs ambitions. C'est seulement en face de défis majeurs et dramatiques, une guerre, une famine, un cataclysme naturel, que les citoyens se sentent personne avec les autres, fussent-elles ennemis ou adversaires, et manifestent une solidarité humaine. À côté des cas spectaculaires comme les famines du Sahel ou le tsunami de l'océan Indien, je rappellerai les réactions populaires massives aux attentats terroristes dans plusieurs pays, ou la célébration de Noël entre soldats ennemis anglais et allemands entre leurs tranchées de la Première Guerre mondiale. Ou encore l'assistance qu'a spontanément apportée la Grèce à son ennemi turc, lors de son tremblement de terre de 2011, ce qui infléchit durablement l'attitude réciproque des 2 peuples. Mettre des personnes en présence est ce qui aide le plus, condition nécessaire quoique insuffisante pour changer les rapports sociaux. Mais les distorsions furent évidemment plus nombreuses que les solidarités. Dans la vie quotidienne et dans les rapports de force, ce n'est pas le souci du bien commun qui inspire nos populations réputées civilisées. Ce sont les détournements de la démocratie qui dominent l'histoire de la démocratie. Ils sont de 3 ordres et dans leur conjonction. J'ai déjà mentionné les 2 premiers, l'absence de la volonté du peuple et la prévalence d'intérêts privés sur des pouvoirs publics affaiblis. J'en ajoute un 3e, la technicité croissante des dossiers qui appelle une professionnalisation du débat politique et empêche les citoyens non formés, voire leurs représentants, de discerner le bien commun. Dans la pratique, la substance et les procédures se mêlent étroitement. Dans ce qui suit, j'isolerai toutefois, quant au contenu, la domination de l'économique sur le politique, et quant aux procédures, des problèmes institutionnels relevant de nos diversités, Les 2 enjeux imposent leurs normes. Légitimes en elles-mêmes, ces normes mais ne consonnent pas forcément avec l'esprit de la démocratie. Déviance sur le fond, la primauté de l'économie. L'économique suit une logique de choix comparable à celle du politique, mais avec une puissance propre qui lui permet de déborder l'autorité de l'État. J'identifierai plus loin, dans le chapitre 4, les conflits de valeurs qui l'opposent à la démocratie. J'y questionnerai la rationalité instrumentale de l'économique et sa légitimité. Ici, je me borne à identifier ces interférences de fait avec la démarche politique de nos démocraties. Globalisation, mondialisation. Depuis toujours, mais avec une acuité et un cynisme singuliers aujourd'hui, nos rapports sociaux et les axes de nos droits tournent autour de l'économique, et même du financier. C'est vrai dans nos échanges interpersonnels comme dans les rapports qu'entretiennent les grands blocs continentaux. Présente depuis des siècles, l'internationalisation de nos économies a connu une double extension au cours des dernières décennies.
Primo, la mondialisation de marché au nom de la libre concurrence. Secondo, la globalisation qui étend les logiques financières privées à toutes nos activités, y compris les plus traditionnellement régies par la collectivité, éducation, santé, recherche. Ces évolutions limitent sciemment les marges de manœuvre budgétaires des États, jusqu'à affecter leurs fonctions régaliennes, police, justice, armée, et la monnaie qui a été expressément dépolitisée. Les autorités monétaires que sont les banques centrales ne peuvent plus recevoir d'ordre de leurs États. Suscités par des accidents conjoncturels ou par la nécessité de réduire de graves endettements, ces évolutions ont diminué le poids des pouvoirs publics. C'est très sensible en Europe, parce qu'on vient de plus haut et parce que nos États sont rabotés à la fois par le bas, des décentralisations sous-régionales, par le côté, des entreprises multinationales et des banques too big to fail et par le haut, la dévolution de compétences politiques à l'Union européenne ou la sujétion à l'Organisation mondiale du commerce OMC. Cette dernière est officiellement régie par les gouvernements des États membres ou de l'Union européenne, mais elle est organisée selon les procédures internationales privées. On pourrait concevoir que l'État vienne opposer la force du droit à la règle du calcul. C'est le contraire qui se produit. Quand il n'est pas absolutisé, comme il est arrivé dans le monde totalitaire, il se fait l'auxiliaire du mouvement économique. Sa réalité n'est pas, comme le voudrait la philosophie humaniste dont il se réclame, de protéger l'irréductibilité des particularités humaines, mais bien de les abolir en transformant les êtres en une humanité masse, Paul Ricoeur, enrôlé seulement au service de l'accumulation. Philippe Portier, page 184. On feint d'oublier que l'économie comme ordre logique a compétence sur les moyens, et nullement sur les fins. Elle couvre le comme, ou plutôt un comment, une rationalité instrumentale et nullement le pourquoi. La seule réponse logique et éthiquement satisfaisante est de mettre l'économie à sa place, qui est importante mais en sous-ordre du politique, au masculin, le siège des choix collectifs. Il ne s'agit donc pas seulement de consentir une place au politique, il s'agit de lui donner sa place, la première. Ce n'est pas du tout ce que nous vivons, ni ce vers quoi nous nous dirigeons. La logique qui nous régit, sans qu'aucune volonté démocratique ne l'ait explicitement ratifiée, peut s'apprécier concrètement à deux niveaux. À l'échelle de l'Union européenne dans la place laissée aux services publics, subordonnée, sauf agrément de la Commission, au canon de la concurrence. Et au niveau planétaire dans la multiplication d'accords de libre-échange, qui mettent les politiques nationales sous tutelle d'intérêts privés. Dans bien des cas, l'évolution ne s'explique pas seulement par une primauté de l'économique, mais traduit une stratégie politique qui reconnaît cette primauté. Dans beaucoup de nos pays, l'exigence d'une extrême rigueur budgétaire, couplée au souhait de voir diminuer les interventions publiques, conduit à couper dans les dépenses sociales et administratives. De plus en plus de tâches relevant des pouvoirs publics sont prises en charge par des bénévoles ou par des entreprises, même en matière de sécurité. Et on profite de l'occasion pour limiter les moyens de secteurs aussi centraux mais potentiellement dérangeants que l'enseignement, la santé ou la justice. Une pratique naguère typique de régimes plus ou moins dictatoriaux. Mais en démocratie, les dérives du droit international. Au sein de nos pays, les projets et propositions de loi sont soumis au Parlement, qui peut non seulement les approuver ou rejeter, mais aussi les amender. Même si la préparation des textes fut peu transparente en raison de leur technicité ou des concertations entre partis et partis, la publicité des débats est ici assurée et l'opinion publique peut encore se faire entendre. Cela ne fonctionne peut-être pas bien, mais le principe démocratique est affirmé. Il en va forcément tout autrement pour les traités internationaux. Si des pays, ou ne fût-ce que deux d'entre eux, négocient un traité, ils le font discrètement pour pouvoir jouer sans interférence leur partie d'échec. Et le résultat, parfois péniblement acquis mais d'autant plus méritoire, est soumis aux instances nationales concernées qui ne sont plus maîtres du texte. Aucune partie n'est pleinement satisfaite de l'accord, mais aucune ne pourrait l'amender unilatéralement. Le projet ne peut qu'être ratifié ou rejeté. La légitimité démocratique n'est pas totalement absente, mais elle est très indirecte et canalisée. Et cette liberté est franchement bridée lorsqu'un certain nombre de pays sont concernés, défiant toute renégociation. C'est la communauté internationale aussi,
des institutions financières en fait, qui régit la gestion de la dette extérieure des pays du tiers-monde ou de pays obérés comme la Grèce. Parce qu'il sert de garant à l'ensemble des créanciers, le Fonds monétaire international, FMI, négocie ses accords avec les États, non en raison des besoins des populations mais en fonction de la probabilité de voir payer les intérêts et rembourser le principal de ses prêts. La Banque mondiale, quoique promotrice de développement, subordonne, de jure hier, de facto aujourd'hui, ses interventions au fait pour le pays bénéficiaire d'être en règle avec le FMI. Étant une banque, elle est d'ailleurs tenue par ses statuts d'assurer sa propre rentabilité. De même, la Banque mondiale ou l'Organisation mondiale du commerce ne peuvent prendre en compte des arguments extra-économiques que s'ils ont été reconnus par l'organisation elle-même. Ce qui, aujourd'hui, n'est même pas le cas des pactes internationaux de droits sociaux ou des normes de l'Organisation mondiale du travail. Tout cela, sur injonction et conformément aux intérêts des États qui sont ses actionnaires et qui, chacun selon ses pouvoirs, lui dictent sa politique. Les équilibres internationaux financiers ou géopolitiques sont tributaires de rapports de force. Il n'est question ici ni d'égalité politique, ni de démocratie. Une nouvelle génération de traités internationaux. Le même jugement s'applique à cette nouvelle génération de traités internationaux, dont le prototype est, au moment où je rédige ceci, le projet de traité transatlantique, TTIP, en négociation entre l'Union européenne et les États-Unis et que son nouveau président Trump, isolationniste, veut s'aborder dans une paradoxale connivence avec la gauche européenne. Un nouvel effort est fait dans ces traités pour accentuer la liberté des investissements et des échanges commerciaux ou financiers dans le monde, jusqu'à faire primer les intérêts commerciaux, donc financiers privés, sur le droit des États à légiférer selon leur situation, leurs besoins, ou les options sociopolitiques de leurs citoyens. Il s'agit ici d'une tendance lourde à l'échelle planétaire où, au-delà des investissements et du commerce, les États-Unis font prévaloir leur modèle juridique et même leur modèle de société centré sur l'activité économique et ses résultats financiers. S'il se produit, l'arrêt des négociations par Donald Trump pourrait bien se révéler n'être qu'une interruption. Cela conduit à renoncer à introduire des règles sanitaires, environnementales ou sociales au-delà de ce qui existe, et que le traité aurait explicitement ratifié. Et cela concerne aussi les normes juridiques qui président à l'activité économique et au contrat. Brochant sur une tradition plus que centenaire dans le commerce international, ce sont des juridictions privées qui connaissent des conflits, mais cela ne vise plus seulement les entreprises cette fois, cela vise aussi et même surtout les litiges entre les entreprises et les États. Et les nouveaux traités réservent le droit d'initiative aux seuls acteurs privés. Tout cela revient à reconnaître un droit au profit, alors que les États-Unis refusent l'idée même de droit à un revenu, à un logement ou à un emploi. Ils acceptent qu'il y ait des droits humains économiques fondamentaux, mais ils refusent la notion de droits sociaux inconditionnels, dont ils n'ont d'ailleurs pas signé le pacte international. Libre commerce ? Une conférence a réuni à Bruxelles en mai 2015 des associations de gays et lesbiennes avec des organisations nord-américaines pourvoyant, au prix fort, des mères porteuses. Les lois européennes interdisent ce commerce, et la manifestation a été interdite, mais les lois américaines le permettent. Et si le traité transatlantique est jamais signé, l'Europe devra le permettre aussi. Sauf si le traité prévoit le contraire, mais il ne prévoira jamais tous les cas de conflit possibles à l'avenir, et les intérêts du commerce l'emportent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.